Je suis Richard Guérino, auteur de bande dessinée. Principalement, je dessine principalement, mais j'ai fait également des adaptations de romans, un livre tout seul. Voilà, donc je suis l'auteur d'une série qui est maintenant terminée, une longue série aux éditions Delcourt qui s'appelle Le Chant d'Estrige. J'ai ensuite adapté des romans de Jean Telet. J'ai voilà, plein de choses, et mon actualité aujourd'hui, c'est encore une adaptation de roman qui s'intitule Seul le silence, d'après R.J. Ellory. Ouais, l'Estrige, c'était une belle expérience. Alors on est parti évidemment avec l'inconscience de la jeunesse, en se disant mais oui, on va faire 18 tomes, ça va bien se passer. Alors effectivement, on réalise pas à ce moment-là, mais on a réussi à aller au bout de cette série sans rien lâcher en fait. Et alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments de fatigue, mais j'ai réussi à rebondir en intercalant des projets, des one-shots, en changeant d'univers. Donc ça m'a permis de tenir le coup sur l'Estrige et d'arriver à aller au bout de ça. Et il y a une vraie fierté à avoir réussi ce challenge. Et puis, moi, ce que j'aime bien dans ces séries un peu à l'ancienne, c'est que on voit l'évolution d'un auteur sur une série comme ça. Et quand je revois mes premiers albums d'Estrige et les derniers, enfin, je me dis ouais, il y a un parcours en tant que dessinateur qui est visible dans cette série, et je trouve ça intéressant. Ah oui, très complètement. C'était, on est parti là-dessus. On venait de faire avec Corbeyran une série qui n'avait pas très bien marché, qui était une série un peu policière, un peu nostalgique, un peu légère, quoi. Et j'avais envie, moi, de quelque chose de plus noir. Donc on était reparti sur une idée de polar à l'américaine, beaucoup plus noir. Puis très vite, notre passion à tous les deux pour le fantastique s'est insérée dans ce thriller, et voilà, ça a donné l'Estrige, quoi, thriller fantastique. Donc oui, ça, je pense que c'est l'évolution, l'âge aussi aidant. Le fantastique, moi, c'était une passion de jeunesse, quoi. C'était Lovecraft quand j'étais au lycée. Voilà, donc j'avais ce goût-là dans ma jeunesse, et puis que j'ai exploité en fait au moment où j'avais envie de l'exploiter. Et c'est vrai qu'après on a l'impression, alors non pas d'avoir fait le tour, parce que c'est un genre qui est quand même assez riche, mais d'avoir quand même bien donné dans ce genre-là avec l'Estrige. Et du coup mes envies se sont déplacées, je pense, et petit à petit la part historique a pris de plus en plus de place. Le contexte historique d'un récit, pour moi aujourd'hui, est vachement important, et je dirais même que c'est parfois juste sur un contexte historique que je vais dire oui à un projet. Ce qui a été le cas, par exemple, j'ai fait l'an dernier, j'ai sorti un album qui s'appelle Croc Park, qui raconte un peu les événements à Dublin, un massacre à Dublin en 1920 entre l'armée anglaise, les partisans irlandais de l'IRA, et ce livre-là, ce projet-là m'est un peu tombé du ciel, de nulle part. C'est un total hasard, et il se trouvait qu'à ce moment-là, je savais pas trop vers quoi me diriger, et c'est vraiment le coup de cœur pour le contexte, ce contexte-là et cette ambiance-là de l'Irlande de 1920 qui m'a décidé quasiment. Donc je me rends compte que c'est de plus en plus important pour moi le background qu'il y a derrière un récit. Oui, c'est un plaisir, parce que je pense, alors ça peut aussi générer des moments de doute et de souffrance quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'est pas satisfait, mais en l'occurrence, moi je trouve que c'est une manière aussi d'essayer de ne pas se répéter, de ne pas s'ennuyer, d'avoir toujours quelque chose de neuf, d'avoir toujours un défi supplémentaire. Et puis aussi, c'est une manière, enfin pour moi en tout cas, d'apprendre des nouvelles
belles choses, quoi. Là, par exemple, je me penche en ce moment sur le XVIIIe siècle, que je connais finalement assez mal, et voilà, ça me passionne. À un moment donné, ça m'aide à avoir un projet, ça m'aide aussi à acquérir des nouvelles connaissances. Alors, Seul le silence, je dirais que c'est plus un roman noir, on pourrait qualifier ça de roman noir, plus que de thriller. On est dans l'Amérique, dans le sud, en Géorgie, dans l'état de Géorgie, en 1939, quand le roman démarre, et on va suivre le parcours d'un jeune gamin qui a 12-13 ans à l'époque, et qui est orphelin de père, qui s'appelle Joseph, qui est orphelin de père, il n'a plus que sa mère, et qui va, voilà, on va raconter un peu son histoire, et il va être marqué dans son enfance par des meurtres de fillettes qui se répètent. Donc il y a un serial killer visiblement qui traîne dans les environs, et Joseph va être plus que marqué, c'est-à-dire il va être traumatisé par ces événements-là, puisque les premières fillettes à être assassinées sauvagement, atrocement, vont être des camarades de classe. Et donc il va développer une obsession autour de ces meurtres et de ce tueur, et obsession qui va le poursuivre toute sa vie. Et le récit va se dérouler, on va raconter l'histoire de ce gamin sur 30 ans jusqu'à l'âge adulte. Après, je ne vais pas déflorer tout ce qui se passe dans le récit, mais il va y avoir plein de péripéties liées à ces événements de son enfance. En fait, je pense qu'on était tous les deux raccords sur ce qui faisait le sel et l'intérêt de ce roman, à savoir effectivement une certaine noirceur, une fin totalement surprenante. Moi, le premier, je me suis fait piéger par la fin du roman. Donc ça, c'était des éléments, voilà, qu'il fallait retrouver dans l'adaptation. Et puis une certaine utilisation de la langue, de l'écriture d'Ellory, qui est une écriture très simple, puisqu'il n'est pas du tout compliqué à lire, mais il sait par petites touches bien cerner un personnage, et ces personnages sont assez beaux et assez bien décrits, et donc voilà, c'était les éléments essentiels qu'il fallait retrouver. Et Fabrice a fait le choix d'entrée de jeu d'utiliser la voix off, puisque Joseph voilà, a une passion pour l'écriture dès son enfance, il va essayer de devenir écrivain, donc du coup il y avait une cohérence à utiliser la voix off, et c'est lui qui parle en fait, le narrateur c'est Joseph. Donc cette utilisation de la voix off, en plus, avait l'intérêt de nous permettre de bien résumer ou de bien condenser ce roman, qui est un gros roman qui fait 500 pages, en une centaine de pages de BD. Le défi, c'était ça en fait, et si j'avais dû le faire tout seul, cette adaptation, je crois que j'aurais pas réussi à la condenser, j'aurais fait quelque chose de plus long, et Fabrice a bien trouvé le truc pour le faire. Oui, alors après je l'ai fait, voilà, j'ai fait des adaptations de romans tout seul, j'ai fait Henrique et l'homme reine, où là c'était tout seul, il n'y avait pas de roman, enfin, donc oui, je peux gérer un peu toutes les étapes de la construction d'un récit, mais je crois que j'aime bien, mais je suis assez angoissé quand je suis tout seul en fait, voilà, quand je travaille tout seul, il y a un côté angoissant de ne pas avoir de retour immédiat en fait, de toujours douter, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, alors du coup le fait d'avoir des collaborations, ça me rassure, et puis ce qui m'intéresse c'est que chaque collaboration va être très très différente de la suivante ou de la précédente, voilà, à chaque fois c'est une expérience nouvelle, comme on est sur un nouvel univers, quand on collabore avec une nouvelle personne, il faut trouver la bonne manière, et c'est ça qui moi me permet d'avancer, de continuer à évoluer en fait. Tout juste, ouais, parce que j'ai terminé
terminé Seul le silence, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en mi-septembre, ça a été très rapproché avec la sortie, ça a été un peu speed sur la fin, mais j'ai pris l'habitude d'avoir toujours un projet, voire deux parfois, ça m'est arrivé d'avance, donc je savais quand j'ai commencé Seul le silence sur quoi j'allais travailler après, et donc là ça m'a permis de bien laisser décanter. Je parlais du XVIIIe siècle, voilà, ça va être un projet avec Alain Hérol qui va donc se dérouler au XVIIIe siècle, et donc là le fait, alors le pauvre Alain a dû se dire, il m'a vu, il devait se dire que je traînais, je repoussais le moment de m'y mettre, mais en fait j'ai besoin d'un temps où je vais pas forcément produire sur un projet, mais je vais laisser décanter, je vais lire des choses, je vais regarder des films, des séries, je vais m'immerger, m'imprégner d'une époque et d'un univers, et puis une fois que je me mets dessus, hop, ça y est, je suis dans le bain tout de suite, et donc là ça y est, j'ai démarré, j'ai fait commencé les crayonnés. Ah, j'espère bien, parce que c'est un peu ça l'intérêt aussi de ce projet-là, c'est que Alain, et c'est vrai, en me plongeant vraiment là, pour le coup, dans le scénario, il a une écriture, même ses dialogues sont vraiment savoureux, quoi. C'est subtil et drôle. Et oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce projet-là, bien sûr. Et puis, c'est pas si loin de ce que j'ai pu faire dans Charlie IX ou dans Henri Quay, par exemple. Dans Henri Quay, il y avait un ton comme ça, à la fois sérieux, documenté sur la période historique. On raconte pas n'importe quoi, et c'est le cas aussi avec Alain. Il est très clair sur le 18e. Et puis, avec ça, les personnages sont truculents, c'est le mot. Les dialogues sont essayés de trouver. Il y a plein de mots d'esprit, il y a plein. Enfin voilà, donc voilà, je m'y retrouve très très bien dans ce ton-là. En fait, j'ai eu tellement notamment sur la série d'Estrige, de déboires, de malheureux avec les coloristes, alors sans que ce soit forcément de la faute des coloristes, mais c'est compliqué d'arriver à trouver une personne qui comprenne immédiatement et qui arrive à coller au dessin sans le dénaturer, sans en faire trop. Et voilà, j'ai eu pas mal de déceptions sur les collaborations couleurs, et donc à un moment donné, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis j'ai pris un vrai plaisir aussi à travailler, alors c'est pas exactement de la couleur directe, parce que je travaille moitié à la main, moitié à l'ordi, notamment sur la couleur, c'est du numérique, mais en essayant enfin voilà, ça me permet d'explorer encore et d'expérimenter des choses, et puis je me rends compte que la couleur, raconter avec la couleur aussi, c'est quelque chose, ça m'ouvre des portes nouvelles, ouais. Ah, ça va être encore d'autres choix, je sais pas encore exactement, j'ai pas encore défini pour l'instant l'ambiance colorée sur ce 18e siècle, mais voilà, j'ai quelques pistes, mais ça va se décanter au fur et à mesure, ouais. Pour l'instant, je suis plus sur l'aspect graphique là, dans mes réflexions. Alors, je dirais, je pourrais citer, il y a pas mal de gens, mais en réalité, j'ai jamais fonctionné comme ça, à me dire, j'aimerais bien bosser avec un tel ou avec un tel. C'est plus une rencontre à un moment donné, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Alain. J'avais jamais pensé qu'on pourrait collaborer un jour. Je ne savais même pas si lui appréciait mon travail, enfin tu vois, je ne m'étais jamais posé ces questions-là, donc il se trouve qu'à un moment donné, on était à table à Angoulême, je crois, ensemble, et puis il m'a parlé de, je ne sais plus si c'était Henri Quay ou Charlie IX, et je lui ai parlé il m'a parlé de son projet, et voilà, et c'est arrivé comme ça, vraiment à un moment donné, quoi. Et je crois que je suis pas sûr que, alors après on peut provoquer des rencontres, hein, je dis pas le contraire, mais moi j'ai jamais fonctionné comme ça, j'ose pas, je crois, provoquer des rencontres. Alors après, quand on me dit est-ce qu'il y a un scénariste avec qui tu aimerais travailler, alors je vais dire le truc tout à fait impossible, mais Alan Moore par exemple. Ce sera chez Delcourt, ouais. Eh ben d'Alan Moore.
Ouais, parce que vraiment alors si je pourrais dire Moebius par exemple, ou Pratt, ou tous ces gens que j'ai admirés depuis mon enfance, mais je crois qu'aujourd'hui s'il y en a un qui mérite le qualificatif de génie, avec toute la part de folie que ça peut comporter, pour moi c'est Alan Moore. Voilà, ce type a fait et non seulement en BD, mais il a exploré, il est magicien, je trouve que ce type-là est un génie, un vrai intellectuel, mais un intellectuel totalement hors du commun, totalement singulier, et honnêtement, les vraies claques que j'ai prises en bande dessinée, moi, c'est Alan Moore y est pour beaucoup. Ouais. Ouais. Merci à vous.